Salut les amis, les terres rares, vous connaissez? Donald Trump ne rêve la nuit que de ça. Ce sont des matières premières nécessaires à la fabrication des éoliennes, batteries électriques et autres panneaux solaires. Or, il faut bien le dire, l'extraction minière de terres rares renvoie l'image d'une pratique polluante, dangereuse, presque obsolète. Mais alors, comment faire pour conjuguer nos besoins technologiques avec la réduction des impacts écologiques et sociaux? Que nous disent les géosciences de l'avenir de nos énergies vertes? Nos sous-sols renferment-ils suffisamment de matériaux pour une révolution énergétique? Peut-on rendre l'extraction minière moins polluante? Tant de questions auxquelles nous avons essayé de répondre lors du dernier bar des sciences en février et qui avait pour thème « À la recherche des terres rares, les géosciences dans la transition énergétique ». Si je vous dis terres rares, les terres rares, ça vous dit quoi? Strictement rien. Strictement rien? Ah non. Si je vous dis ce qu'on a à l'intérieur de nos portables, Ah oui, ça me fait penser aux certains minerais en Afrique, etc. Je sais pas, des terres inconnues, encore pas exploitées, encore à découvrir, voilà. On en parle beaucoup au sujet de l'Ukraine. Si j'ai bien compris, ce sont des terres riches, dont le sous-sol est riche en minéraux divers, je suppose. Là où il n'y a pas beaucoup de végétation, pas beaucoup d'animaux, ou un endroit préservé. Peut-être c'est quoi les terres rares au sens chimique du terme? Les terres rares, ce sont... Bénédicte Sainqui, maîtresse de conférences en géologie, elle étudie la formation des métaux critiques dans la croûte terrestre et la recherche des minéraux essentiels aux technologies durables. Le groupe des lanthanides. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours de chimie, de collège ou de lycée. Les terres rares sensu stricto, c'est un groupe d'une quinzaine d'éléments. Et donc, il ne faut pas confondre terres rares qui ont des utilisations très spécifiques dans les technologies et qui ont des gisements géologiques qui sont spécifiques aussi, avec... on va dire un terme beaucoup plus générique qui sont les ressources minérales critiques pour la transition énergétique. Critiques pourquoi? Sur lesquelles peuvent peser des risques d'approvisionnement et qui sont importants pour nos technologies. Il n'y a pas que les terres rares, il y a le germanium, l'indium, le lithium, le gallium et plein d'autres éléments. Et sans oublier les métaux de base qu'on a besoin depuis l'existence de l'humanité. Question basique, du coup on a entendu parler de l'Afrique, mais est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la géographie de ces terres rares? Est-ce que c'est vraiment en Afrique? Pour moi c'était plutôt la Chine, mais le lithium je sais qu'il y en a au Chili, je sais qu'il y en a au Portugal, je sais qu'il y en a même un petit peu en France, mais c'est pas des terres rares. Mais du coup voilà, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la géographie de ces ressources? Sur les terres rares elles-mêmes, du coup, ouais, la Chine avait le monopole de la production jusqu'à la fin des années 2000. En gros, ils étaient à plus de 95%. Clément Bonnet, maître de conférences en sciences économiques, ses travaux portent sur la transition énergétique et l'évaluation des moteurs et des freins. Avec un gros gisement près de la ville de Baotou, où il y avait 45% de la production mondiale. Vous avez peut-être vu des images là, de lacs d'acide qui avaient fait un peu de bruit à l'époque, parce qu'on ne sait pas trop ce que sont devenus les gens qui ont tourné ces images. Depuis le monopole de la Chine, il a un peu baissé. Maintenant, ils sont à 70% de la production. Il y a eu des réouvertures de mines qui avaient été mises sous cocon aux États-Unis. Et donc, moi, les gros gisements que j'ai en tête, c'est les États-Unis produisent beaucoup, Myanmar produit beaucoup aussi, et l'Australie. En termes de géologie, les minéraux et les roches dans lesquelles on va les trouver, ces terres rares, justement, ont des propriétés physico-chimiques très proches et on les retrouve dans les mêmes minéraux. Par exemple, il y a 4 minéraux pour lesquels l'industrie peut processer, c'est-à-dire extraire les terres rares par pyrométallurgie, utilisation de la chaleur pour extraire, ou hydrométallurgie, utilisation de solvants et voire même d'acides forts. Et alors il y a un minéral que vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle la monazite. C'est un phosphate avec le cortège de toute cette quinzaine de terres rares dedans. Et derrière, dans les exemples qu'a fourni Clément, on a besoin d'une seule terre rare, voire deux, pour les aimants permanents. Si je me trompe, c'est plutôt néodyne, praséodyne. Donc 2 de ces 15 éléments. Donc il faut les séparer, mais en termes de géologie, on les trouve dans le même minéral. Donc c'est cette chaîne métallurgique qui va permettre de les séparer et de les purifier
Et c'est celle-là aussi qui pose beaucoup de questions parce que, en termes d'environnement, de pollution, de coût énergétique, parce qu'il faut de l'énergie pour extraire un élément de son carcan cristallin de minéral. Et pour rebondir aussi sur un élément du micro-trottoir et votre question, les concentrations, c'est super important, je pense, à avoir un ordre de grandeur. Si vous prenez la croûte terrestre en général, les terres rares les plus abondantes, c'est le cérium. On le trouve à 50 ppm, donc 50 parties par million. Vous allez dans une ville d'1 million d'habitants, par exemple comme Marseille, vous allez chercher un bar où il y a 50 personnes. Et à l'état naturel, il y a 50 personnes dans une ville d'1 million d'habitants qui sont des terres rares. Donc le coût d'exploitation, enfin ça, tu pourras reparler des coûts, voilà. Même le coût énergétique, il est énorme. Et dans une monazite, le minéral que je vous parlais avant, c'est un phosphate avec des terres rares. Il y a plusieurs dizaines de pourcents de terres rares. Donc vous allez dans un hameau des Cévennes où il y a 100 habitants, il y aura 50 à 60 individus, ce sera des terres rares. Donc déjà là, c'est un petit peu... Et ça, c'est les processus géologiques qui font ces concentrations. Moi, j'avais une question sur plus sur l'utilité des terres rares, la différence avec... est-ce que c'est un semi-conducteur? Enfin, vraiment dans l'ingénierie, après, c'est pour les processeurs. Enfin, est-ce qu'il y a une différence fondamentale sur l'utilisation des terres rares, des autres minéraux, puisque j'imagine que c'est pour l'électronique, dans la transition énergétique. Enfin, est-ce que vous pouvez peut-être expliciter un peu la différence à ce niveau-là, ou peut-être que ça n'a pas d'importance, je ne sais pas. Un des gros usages de certaines terres rares, c'est les aimants permanents, du coup, qui permettent en fait de conserver les propriétés magnétiques des aimants, mais à des points de chaleur bien supérieurs aux éléments classiques. Et donc, du coup, dans le cadre de la transition énergétique, on va les utiliser principalement pour faire des grosses éoliennes, donc de l'offshore ou alors des éoliennes de très grosse puissance. Je dis ça parce que jusqu'à fin des années 2000, en Europe, on était avec des systèmes d'éoliennes à engrenage qui fonctionnaient sans terres rares. Et on est passé, avec la quête de développer des éoliennes de plus en plus grosses, à des éoliennes à aimants permanents qui maintenant sont hégémoniques sur le marché et qui sont principalement d'ailleurs vendues par la Chine. Donc voilà, premier usage des grosses éoliennes, notamment offshore, parce que des moteurs à aimants permanents sur les éoliennes, ça permet de réduire en fait les accidents et donc les coûts de maintenance des éoliennes. Et donc vu quand elles sont loin du bord marin, bah forcément on veut réduire un maximum le nombre de fois où on aura envoyé des bateaux pour dépanner l'éolienne. Et puis l'autre technologie bas carbone qui est très dépendante des terres rares, c'est les véhicules électriques du coup. Et encore une fois, certains moteurs dans les véhicules électriques. On arrive à faire des moteurs pour véhicules électriques qui se passent de terres rares, à la fois des vieilles générations, type la Zoé de Renault fonctionnait sans terres rares, et à la fois, là maintenant, on développe des nouveaux modèles de moteurs qu'on dénonce super marrants, genre asynchrone, à double excitation, au cuivre. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de terres rares dedans, on sait le faire. Il me semble qu'aujourd'hui, on est capable de faire des diamants en laboratoire, non, en reproduisant des pressions, des choses comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vraiment exact ou pas. Est-ce qu'on n'a pas cette possibilité de créer des terres rares? Est-ce qu'on n'a pas la capacité technique de le faire? Et à ce moment-là, si c'est vraiment des infimes fractions, est-ce que ce ne serait pas plus rentable de créer des laboratoires qui créent des terres rares plutôt que de les exploiter dans des endroits très isolés et qui créent des conflits géopolitiques? Ça coûtera toujours moins cher de pourrir la planète. Je suis désolé, mais en gros, le coût énergétique de créer ce genre de truc en laboratoire est tellement énorme que ça coûtera toujours moins cher d'exploiter la planète. Là, le développement minier, il s'oriente par exemple vers le forage en fond marin. Tu as une pression des océans qui fait que tu as des nodules métalliques avec des teneurs, pour le coup, des concentrations en termes de métaux extrêmement élevées. Ça se situe entre 5 et 7 km sous le niveau de la mer. Et donc, on est en train de... Alors, il y a un gros problème déjà là-dessus, c'est que toutes les données sont produites par l'industrie. Donc, on n'a pas de regard neutre sur quelles sont les conséquences écologiques du minage en fond marin très profond. Les données sont produites par l'industrie. Et tu es dans des zones en plus où il n'y a pas vraiment de délimitation claire des territoires. Donc il y a un peu une espèce de ruée vers l'or sur qui va aller exploiter les fonds marins les premiers. C'est des écosystèmes qu'on va aller aspirer, littéralement. Hein. Le projet, c'est d'aller mettre des sous-marins aspirateurs avec des gros tuyaux qui remontent tout ça dans des bateaux de stockage au-dessus.
Ces écosystèmes dont on ne sait absolument pas comment ils fonctionnent, pas quelle est leur importance pour notre survie. Normalement, il devrait y avoir un principe de précaution très simple qui devrait nous empêcher de faire ça. Mais la promesse en termes de rentabilité est tellement grande qu'il y a pas mal de pays qui commencent à se poser cette question-là et à se tourner vers ça. On ne peut pas faire d'alchimie, c'est-à-dire on ne fait pas de terre rare à partir de rien. Et c'est à la différence du diamant, la chimie d'un diamant, c'est du carbone. Donc on prend du graphite, on prend une mine de crayon, on le met à une certaine pression, à une température où le diamant est stable thermodynamiquement, et du coup on fait du diamant, mais à partir du carbone, c'est de la matière. Les terres rares, si on n'en a pas initialement, on peut faire des changements de phase à un minéral qui serait stable à basse pression, basse température. On change les conditions en laboratoire de pression et de température et on le transforme en un autre minéral de terre rare, mais en quelque sorte, on ne peut pas créer de la matière, des éléments chimiques. On peut les transformer et la Terre fait ça très bien. Et juste pour une anecdote, moi c'est ma spécialité fondamentale depuis que j'enseigne. J'enseigne la transformation des roches et nids minéraux suite aux variations de pression et de température dans les enveloppes terrestres lors de la formation des chaînes de montagne. Donc on transforme la matière, oui, mais on n'en crée pas. Les fonds marins, j'ai récemment fait une petite biblio là-dessus. Alors les fonds marins, c'est vrai que ça a été des objets qui ont été annoncés en 2021 par le président Macron, à peu près à la même époque. Et on dit on va gagner en souveraineté. On va aller chercher nos matières premières critiques dans les météorites et dans les fonds marins. Donc, c'est une diapo que je montre à chaque fois à mes étudiants à la fin du cours de ressources minérales en 3e année, parce que, alors c'est très, comment on dit ça de manière, ça fait rêver, on va dire. Voilà, ça fait rêver, mais c'est pas efficace. Il y a plein d'autres manières de réfléchir en termes de approvisionnement des ressources, même en termes de géologie, mais c'est clair, il y a un peu plus de discussions avec les voisins, l'environnement, toutes les communautés qui sont autour de ces ressources. Et voilà, donc les fonds marins, pour avoir fait une petite biblio assez récemment, en fait, il n'y a qu'un certain type de nodule qui a quelques milliers de parties par million, et ce n'est pas genre tous les nodules polymétalliques qu'on retrouve, qui se forment d'une certaine manière à partir de la précipitation de l'eau de mer. Donc ce n'est pas non plus tous les fonds marins, partout, etc. Donc même en termes de concentration, nous on a un peu des idées, parce qu'il y a eu de la géologie fondamentale qui a été faite sur ces fonds marins, donc on a une idée des concentrations, mais en termes de volume et tout, c'est pas forcément connu, vraiment trop connu non plus. Hein. Donc je pense qu'on y va tous un peu avec précaution. On espère que cette vidéo récapitulative vous a plu et nous vous invitons à regarder la programmation des prochains Bars des Sciences directement sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne YouTube. À bientôt!